Romain Migus, vous participez au 24e Festival latino-américain Culture América de Pau et de la région. Vous êtes journaliste, écrivain, sociologue, camarade. Vous vivez aujourd'hui en Équateur après avoir vécu 10 ans au Venezuela, avoir participé au processus bolivarien. Vous êtes donc à la fois un spécialiste et vous vivez les choses de l'intérieur. Pendant 15 ans, il y a une espèce de magie latino-américaine. Ça tournait, ça virait à gauche, ça virait à gauche, ça virait à gauche. Ces gouvernements étaient considérés comme des laboratoires, des révolutions. La pauvreté a reculé, l'analphabétisme, la santé gratuite, etc., l'enseignement. Et nous perdons. Donc on nous a trompés. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, effectivement, je suis à Pau pour participer au 24e Festival Culture América parce que j'ai eu la chance d'avoir été invité. Donc déjà, merci Jean, merci Marielle. C'est que vous le méritez. Et merci bon, à tous ceux qui ont pu participer à ce festival, à la conférence que nous avons donnée hier, et à toutes celles qui suivront. Et vous avez vu François Bayrou? Et nous avons vu François Bayrou, il m'a offert une petite bouteille de Pacherin que je boirai avec délectation sans pour autant adhérer au modem. Voilà. Oui, après une quinzaine ou une décennie magique sur le continent, pleine d'espoir, pleine de victoire, on est en train de perdre, comme on a vu en Argentine, non, le Mauricio Macri, qui est le candidat des banques, le candidat de l'oligarchie, le candidat du néolibéralisme, a repris le pouvoir. En 3 mois, plus de 100 000 licenciements. 100 000 licenciements dans la fonction publique en 3 mois, l'électricité qui augmente de 300%, les services publics qui rentrent dans une phase de déliquescence. Et ça réagit? Les médias qui tombent sous le contrôle, les médias publics qui tombent sous le contrôle donc, de ce nouveau pouvoir et les médias privés étant à la botte, il n'y a plus de liberté ou de pluralisme d'information. Les médias privés sont à la botte. Oui, je parlais de l'Argentine, mais en effet, c'est-à-dire dans toutes ces circonstances politiques dominées par l'oligarchie, les médias se font le relais de la voix du patron du capital. Ils sont de véritables partis politiques. Ce sont de véritables partis politiques. Ce sont eux qui lancent les thèmes, ce sont eux qui travaillent l'opinion, ce sont eux qui, au besoin, lancent des campagnes de désinformation, des campagnes de calomnie. C'est-à-dire que c'est un véritable acteur politique, à part entière. Que reste-t-il du kirchnerisme? Où en est le mouvement populaire? Est-ce que ça résiste? Alors, que reste-t-il de l'Argentine? Déjà, il nous reste Cristina, non, en chair, en os, et pour l'instant dans un travail dans une fondation politique. Oui, mais ne parlons pas. Attention au culte de la personnalité. Certes, le culte de la personnalité, mais pourquoi? Il faut se demander aussi. Pourquoi un culte de la personnalité tout relatif? Parce que on critique aussi. On n'est pas dans une dimension religieuse. Il y a aussi une forme de critique entre le peuple et son leader. Mais pourquoi, on va dire, cet amour si grand entre le peuple et les différents leaders, qui s'appellent Hugo Chavez au Venezuela, Evo Morales en Bolivie, Correa en Équateur, ou les Kirchner, Nestor et Cristina? Eh bien, c'est parce que la figure du leader aussi a été très importante dans la construction d'une nouvelle hégémonie politique, mêlant des acteurs qui n'ont pas forcément, on va dire, d'intérêt de classe commun ou de direction politique commune. Et donc, c'était à ce leader politique d'assurer l'unité de ce mouvement, de fédérer, pour pouvoir réaliser les avancées sociales et politiques qui ont bénéficié au plus grand nombre. Et donc, évidemment, il y a... qu'il nous manque Chavez. Effectivement, une des explications pour lesquelles en Amérique latine, on est en train de perdre, je pense qu'il y a, au-dessus de tous ces chefs d'État très aimés de leur peuple, il manque un leader avec une vision sur 100 ans, comme a été Hugo Chavez. Et un parti. Et un parti. Alors le parti, c'est une question très compliquée. Parce que quand on regarde, alors il y a un parti au Brésil, par exemple, avec le PT, qui a une histoire très longue de militantisme, qui s'est un peu notabilisé,
parce qu'il faut aussi gagner des victoires électorales locales. Donc on s'ouvre à des gens pour avoir des candidats locaux qui ne sont pas forcément dans la tradition ouvrière de ce parti. Et puis pour se maintenir aussi au pouvoir, on fait des alliances, non, avec des sociodémocrates ou avec à droite, ouais, avec le PMDB. Donc évidemment, il y a donc ça, ces partis, ou au Venezuela avec le PSUV, le Parti Socialiste. 6 millions de membres quand même. Oui, alors là, dernièrement, ils ont refait une campagne pour réinscrire et on est plus vers le 2 millions de membres, ce qui est énorme quand même. Énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un parti très organisé au niveau local et au niveau de la machine électorale. Très organisé. Mais ça reste plus une machine électorale qu'un parti politique. Alors ça, c'est ce que je pensais quand je vivais au Venezuela. Parce qu'on a toujours tendance à critiquer ce qui est proche de nous, et puis on se rend compte quand on voit la réalité dans d'autres pays, comme l'Équateur, ou je dirais même comme l'Argentine. L'Argentine, c'est un front, non? C'est plusieurs partis qui sont dans le... C'est plus qu'un front, le péronisme, c'est une auberge espagnole. Alors, non, mais alors même pas, parce qu'il y a donc le péronisme qui est une auberge espagnole, hein, Menem se revendiquait du péronisme aussi. Le péronisme, comme tu dis, est une auberge espagnole, mais en plus, il y a un front électoral qui englobe aussi d'autres tendances... au sein de courants de gauche ou de mouvements. Mais donc face à ça, finalement, on voit que le PSUV au Venezuela n'est pas si désorganisé que ça. Et finalement, c'est peut-être un des partis de la région qui est le plus structuré pour le peu de temps qu'il a d'existence. Mais revenons au Venezuela. Le peuple, qu'a-t-il sanctionné? Parce qu'il y a quand même une défaite la majorité absolue au Parlement, au main de l'opposition, une opposition qui va des sociodémocrates à l'extrême droite. Qu'a sanctionné le peuple en s'abstenant? Je dirais même plus que ça, parce qu'il y a toute une ultra-gauche aussi, oui, très minoritaire, qui fait partie de ce front d'opposition, se revendiquant même marxiste-léniniste. Donc c'est vraiment, ce qu'a fait l'opposition, premièrement, c'est s'unir autour d'un programme. Oui, c'est ce qu'on appelle à Cuba un ajiaco, mais de tout, on a fait une oui, de... mais le programme est d'orientation clairement néolibérale. Oui, ça vous l'avez démontré, c'est vous qui l'avez démontré. Tout le monde, tous les partis ont signé, c'est-à-dire leur compromis d'appliquer cette ligne-là au cas où ils arriveraient au pouvoir au niveau local ou au niveau national, y compris les partis d'ultra-gauche. C'est important aussi de le souligner. Mais on a perdu. On a perdu. On a perdu pour plusieurs raisons. Alors cette raison, c'est-à-dire que l'opposition a recréé une hégémonie politique capable de s'affronter à celle qu'avait créée Chavez, et donc via le PSUV et ses alliés. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont changé de stratégie. C'est-à-dire on peut plus en Amérique latine, plus personne peut décemment se revendiquer des années néolibérales. Ça serait un désastre électoral. Et on reparle de socialisme. Et en plus, on reparle de socialisme. Donc, il y a eu une confrontation politique ces dernières années qui fait que si l'opposition voulait gagner, elle devait se déplacer sur le terrain de l'émotion, sur le terrain de l'affect, et notamment pour toucher deux classes de population. Les nouvelles classes moyennes, qui sont les anciens pauvres que la Révolution a sortis de la pauvreté et qui sont arrivés dans cette monde... Ils n'ont pas eu la reconnaissance du ventre. Oui, si on veut, mais ils n'ont pas eu la reconnaissance du ventre parce qu'il n'y a pas eu, ça n'a pas été accompagné d'un renouvellement des valeurs idéologiques, culturelles, ou de fortifier l'appartenance de classe. C'est-à-dire qu'on a largué ces nouvelles classes moyennes dans l'univers idéologique du capitalisme qui leur propose beaucoup plus de consommation, qui est plus à même de leur proposer ce dont ils veulent. Et la deuxième catégorie, c'est les jeunes qui n'ont connu absolument que les gouvernements populaires et qui aspirent à un changement sans voir que le changement pourrait être pire ou pourrait être une régression sociale. Alors ça, c'est un des points. Il y a quand même un point central qui est la dépendance de ces pays à l'exploitation des matières premières. Ce qui fait que, alors ça aussi, il faut le prendre, c'est pas critiquer pour critiquer. On entend certaines voix qui disent il faut arrêter avec l'extractivisme. Oui, mais ça c'est les bobos. Oui, c'est les bobos. C'est-à-dire que García Linera, le vice-président de la Bolivie, disait mais nous on n'est pas dans cette logique-là, on est dans la logique
d'un garçon de 8 ans qui fait 3 heures à pied pour aller à l'école et qui s'endort parce qu'il n'a pas mangé. Donc, évidemment, il faut exploiter, pour redistribuer. Pour redistribuer, exactement. Comment on exploite, quelle croissance, quel contenu de la croissance, quel contenu du... C'est ça la vraie question. Mais, si, exactement. Et le problème, c'est que le changement de matrice productive, pour aller vers pour une diversification de l'économie et de la production, y compris sur des nouveaux termes, c'est-à-dire de la propriété sociale directe ou indirecte, d'une propriété collective, nécessite du temps et un changement culturel, c'est très important. Un changement culturel qui, en démocratie, nécessite énormément de temps. Mais vous avez écrit, vous, à plusieurs reprises, la guerre idéologique, les États-Unis, voilà. C'est la faute des États-Unis, c'est la faute de l'impérialisme, et nous, là-dedans. Oui, non, comment inventer une révolution qui ne se nécrose pas, qui se révolutionne en permanence, qui ne produise pas de la bureaucratie, de la corruption, etc. C'est un vrai problème pour les révolutionnaires que nous sommes. Complètement. Alors, évidemment, la pression politique, psychologique, financière des États-Unis n'est pas à nier. Elle existe. Les États-Unis ont toujours considéré l'Amérique latine comme leur précaré où ils pouvaient venir puiser. Voilà. Je le sais, mais nous... Oui, mais c'est toujours très bon de le rappeler. Alors, effectivement, il y a eu aussi quelques, on va dire, quelques errances, quelques erreurs au niveau économique qui expliquent en partie, accompagnées d'une guerre économique terrible qui rappelle le Chili des années 70, qui explique la situation très pénible pour le peuple vénézuélien, qui est obligé de faire la queue, qui est obligé de, face à la contrebande de produits de première nécessité. Et c'est ça qui explique aussi, en partie, le non-vote de 2 millions de chavistes. Parce que l'opposition gagne les élections de manière, je crois, elle gagne avec 58%, mais avec seulement 200 000 voix de plus, c'est-à-dire au même niveau que son réservoir habituel de voix. C'est-à-dire le chaviste n'est pas allé voter pour donner un carton rouge ou orange foncé au chavisme. Alors là, il y a eu une séparation, et là on voit bien que politiquement, il y a 2 modèles de société, un depuis l'Assemblée nationale, un depuis la présidence qui s'exerce et qui s'affrontent. Premier Migus. En France, dans une interview de cette importance, on ne touche pas, premier point. Deuxièmement, ces peuples savent désormais qu'il y a une alternative possible. D'accord. Est-ce que ces revers, ces défaites sévères compromettent la révolution? Est-ce que la révolution c'est foutu parce qu'on a perdu le pouvoir? Oui. Le pouvoir ou le gouvernement? Parce que je pense que nous étions au gouvernement, pas au pouvoir. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que aussi pour expliquer ces défaites, il faut s'interroger sur le fait, et là on revient sur ce que tu dis, qu'on avait le gouvernement mais pas le pouvoir, c'est comment expliquer qu'après 15 ans d'exercice du pouvoir, on n'ait pas réussi à construire une hégémonie culturelle, c'est-à-dire à transformer en sens commun, à ancrer dans les représentations sociales de la population des faits qui ne pourraient plus être contestés. Ça, on voit aujourd'hui... Ça, c'est des thèses de Guevara, c'est intéressant. Et on retrouve un peu de Gramsci aussi, qui est à la mode en ce moment aussi. Mais ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à créer une esthétique nouvelle, une nouvelle forme de nouvelles formes de représentation je l'introduisais. Nous avons un très bon producteur, il coupera au montage, vous inquiétez pas, Jean. Et donc ça c'est très important. Non, pas du tout, je ne me permettrai jamais. Et ça c'est très important, c'est pas anodin, parce que ça explique aussi pourquoi certaines nouvelles classes moyennes, les jeunes, ont été conquis par ce discours de consommation, ce discours de changement du capitalisme. C'est foutu, on peut fermer la maison ici, latino-américaine, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. C'est pas foutu pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les peuples savent qu'il y a une alternative possible, c'est-à-dire orientée vers le bien-être et l'intérêt général. Ça, c'est important. Ils ont voté contre? Oui, mais ils le savent. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont faire expérimenter la douche froide, la douche libérale, on ne pourra pas leur dire c'est le seul système possible économique, parce qu'ils savent qu'il y en a un autre, puisqu'ils l'ont vécu aussi. Il y a des partis ou des plateformes électorales très organisées. Donc, c'est-à-dire, s'ils tombent dans l'opposition, il y a un contre-pouvoir qui est là et qui va être difficile d'être massacré parce qu'il est très organisé, justement. Et puis, il y a le temps long.
C'est-à-dire ce qui s'est ancré en Amérique latine. Il y a une symbolique très forte, la symbolique autour du leader, hein, avec toute une dimension affective et émotionnelle, la symbolique du pouvoir populaire, l'organisation du peuple, la symbolique du socialisme, qui a été un mot qui a été repris, on va dire, des égouts. C'était une insulte il y a 20 ans. En France, il reste encore dans les égouts. Hein. Oui, oui, en plus, c'est des gens qui se disent socialistes, ils l'ont mis dans ces égouts. Je vous laisse cette opinion. Certes. Et donc, l'intégration régionale aussi est une dimension symbolique forte. C'est-à-dire que si on s'échappe et qu'on regarde avec 50 ans d'avance, on verra cette époque comme l'époque dorée et une époque à laquelle on devra se référer en permanence. Je disais hier que le socle de base de la politique en France reste encore la Révolution française dans tous ses courants, girondins, jacobins, montagnards, etc., qu'on retrouve maintenant avec d'autres dénominations, mais c'est vrai que le socle de base, 200 ans après, donc on n'a pas fini d'entendre parler du socialisme du XXIe siècle en Amérique latine. Vous parlez de la France vue de Quito, vous vivez à Quito, d'accord. Alors j'ai une très bonne vue, parce qu'on est à 3000 mètres, donc je peux voir d'assez haut. Vous pouvez arriver des États-Unis de loin, quoi. Oui. Mais est-ce que, vu de là-bas, vous pensez qu'il y a une différence entre l'austérité de droite et l'austérité de gauche? Ça n'existe pas en théorie, l'austérité de gauche. Vous faites allusion à quoi? Nous avons un gouvernement actuel qui... Mais il n'est pas à gauche. Donc c'est l'austérité de droite et l'austérité de droite. Qui n'est pas à gauche. En Amérique latine, la plupart des gens considéraient la France d'une manière très romantique et très positive. La France des Lumières. La France des Lumières, et puis la France aussi de Chirac, celle qui a dit non de Gaulle, et puis la France aussi qui a dit non à la guerre en Irak. Il y avait une très forte... Ça s'est perdu depuis Sarkozy. Les Lumières sont éteintes. Les Lumières sont un peu éteintes, et la France l'a bien cherché. On se rappelle l'attitude du gouvernement français face à Evo Morales, quand ils ont interdit le survol de son territoire. Ça a fait énormément de bruit.